Voilà, donc avec un petit peu de retard, nous allons maintenant vous présenter les 5 conférences des lauréats. Et donc je vais présenter rapidement la première équipe de Brian McKay Lyons et Talbot Sweetapple, canadiens. Brian McKay Lyons est né en Arcadie, ce qui nous fait rêver, nous en France, je dois dire, et a fait ses études d'architecture à Halifax, puis en Californie auprès de Charles Moore. Figure d'ailleurs qu'il faudra un jour revisiter. Talbot Sweetapple est né à Terre-Neuve, ce qui nous émeut aussi beaucoup en France, s'il y a des Normands ou des Bretons dans la salle. Et il a étudié la philosophie à l'université d'Alousie, puis l'architecture à l'université de Halifax. Le travail et l'engagement de Brian et Talbot reposent sur 2 principes fondamentaux. L'économie, qui est pour eux un impératif éthique, ils nous l'expliqueront, et le lieu. Ce lieu, vous allez le découvrir, il est extraordinaire. Ce sont les côtes de Nouvelle-Écosse au Canada, leur climat, leur topographie, leur culture matérielle, leur agriculture aussi. Nous sommes en présence de 2 architectes pour qui architecture et agriculture sont liés, sont 2 modes apparentés de cultiver la terre. Pour Brian et Talbot, l'architecture n'est pas une question de forme, mais une culture matérielle de la construction et de la fabrication des lieux. Elle prend en compte le lieu, ce lieu, ses ressources et même l'histoire de son occupation antérieure par l'homme. Je veux ajouter enfin que nous accueillons avec eux 2 grands professeurs. Je veux revenir en particulier sur l'expérience pédagogique fondatrice, il nous en parlera, je pense, que Brian McKay Lyons a menée de 1994 à 2013 en transformant sa propre ferme familiale en un laboratoire expérimental qui s'est appelé le Ghost Architectural Laboratory. Des ateliers d'été qui permettaient aux étudiants d'assimiler les connaissances à travers l'expérience directe du construire. Cette pédagogie du construire, qui est devenue si importante aujourd'hui, en fait, elle repose sur 2 expériences vraiment matricielles. C'était le Rural Studio, et nous avons accueilli Andrew Freer en 2008, et c'est le Ghost Architectural Laboratory, que nous sommes très heureux aussi, avec ses représentants et ses fondateurs, d'accueillir aujourd'hui. Je vous remercie. À vous. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'être un professeur ici, professeur des écoles. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène. Et merci au jury du Global Award, bien entendu, pour ce grand honneur. Nous cherchons toujours une idée qui permette de lier tout ce que l'on fait, votre carrière, mais également ce moment. Et on a justement pour ça ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle Economy as Ethics. C'est un bouquin, un livre qui a été écrit par un historien américain. Alors qu'est-ce qu'on entend par économie ? Pour moi, c'est l'occasion justement de vous expliquer le lien entre les idées, l'idée de quelque chose qui est durable, de tout ce que cela implique. L'économie a 4 aspects pour moi. Un aspect éthique qui touche à la clarté, la simplicité, la pureté, la modestie, l'honnêteté, voilà, tous ces mots-là. Une dimension éthique, donc, mais également une dimension écologique. La racine d'écologie et d'économie sont les mêmes, les 2 racines sont les mêmes. On est donc dans quelque chose qui est durable, mais qui en même temps n'est pas du greenwashing. On a un collègue qui est très en colère contre ce phénomène de greenwashing d'entreprises qui veulent faire vert à tout prix. On a un usage stratégique des ressources, à la fois naturelles et culturelles. Le 3e sens d'économie, pour nous, toucherait à l'accessibilité, qui est ce qui touche à la monnaie sonnante et trébuchante. Comment faire en sorte que l'architecture soit abordable? Tout ce qui touche à sa dimension sociale. Faire en sorte que l'architecture reste de l'architecture abordable. Et 4e aspect, qui est important également à aborder et qui souvent manque lorsqu'on parle de durabilité, c'est la dimension esthétique. Esthétique avec un E majuscule. Dans toutes les entreprises humaines, dans tous les domaines, cette idée d'élégance ou d'économie est une valeur universelle. Le minimum
Et à travers le minimum, on atteint l'archétype, on atteint l'universel, on atteint l'intemporel. Et en fin de compte, on est dans la quête du sublime à travers la simplicité. Je n'ai jamais utilisé d'ordinateur, c'est la première fois. Voilà, pour être honnête. Alors, Marie-Hélène a parlé du Ghost Lab, qui effectivement est quelque chose d'important pour nous. Et c'est vrai que tous les livres qui parlent de notre travail parlent de ce projet, et en général, c'est en couverture. Alors, c'est vrai que ce projet Ghost, ça a été effectivement un biais intéressant pour parler de notre travail et de notre enseignement. Le dernier projet Ghost était en 2011. On a produit ce livre, Local Architecture, l'architecture locale. On parle d'architecture locavore, basée sur les endroits, et beaucoup de lauréats de ce Global Award, du Global Award, Francis Carey, par exemple, du Burkina Faso, ou d'autres, ont fait partie justement de cette conférence sur l'architecture locale. Alors, en tant que professeur, mais également praticien, quelqu'un qui pratique également son art, il faut un programme, en quelque sorte. Et l'idée, là, était de travailler à la fois sur les endroits, les communautés et l'art, l'artisanat. Ces trois aspects de l'architecture, pour moi, sont connectés aux trois faces de l'architecte: l'artiste, l'artisan et l'activiste, le militant. Ça, c'est quelque chose qui vient de chez nous, une ferme. Je vais parler beaucoup de cette ferme, je vais parler d'écoute, je vais parler de volonté. Mon professeur, un professeur italien, m'a dit, tu sais, servir, ça ne veut pas dire être serviteur. Et écouter, ce n'est pas suffisant. Donc ce paysage, moi, je l'ai travaillé pendant 25 ans. Hier, on est allé au musée du Quai Branly pour voir une exposition sur Picasso et l'art primitif. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que toutes les cultures découlaient du pauvre, que c'était vraiment la source de la culture, et ça, c'était très clair dans le travail de Picasso. Donc, les lieux, les artisanats, les communautés. Alors, les lieux, tout d'abord, qui ont pour nous trois aspects. Tout d'abord, quelque chose qui touche au paysage, ensuite au climat et une culture matérielle. Donc, il faut essayer de comprendre les lieux, il faut en comprendre les manières. Ça, c'est un paysage sur lequel ma famille a vécu, mes ancêtres ont vécu depuis peut-être 2000 ans, et c'est un endroit qui a pour horizon l'océan. Donc pour nous, vraiment, notre horizon, l'horizon de notre maison, de nos maisons, c'est l'océan. On a des milliers de kilomètres de côte en Nouvelle-Écosse, et on s'intéresse à l'urbanisme, à l'urbanité. Donc on se tourne pour cela vers le vernaculaire. Le climat, ça c'est notre ferme. Et vous voyez donc les animaux de mon père en février. Voilà, donc là, lorsque vous voyez ça, vous savez qu'on vient du Canada avec un climat un peu difficile, un climat même assez affreux. Donc l'idée du climat, c'est une idée qui va donner sa forme à l'architecture. Moi, un de mes collègues australiens m'a dit qu'il n'avait jamais travaillé à partir de maquettes, il ne travaillait qu'à partir de lignes fixes. Nous, avec notre climat, nous faisons ce type de bâtiment parce que nous avons des aléas climatiques, donc nous faisons des bâtiments qui sont très resserrés, minimaux et très fins, parce qu'ils sont faits à partir de bois.
comme des coques de bateaux. Il y a quelques années, tous les bateaux du monde, ou presque, étaient construits en Nouvelle-Écosse. Donc nous concevons le bâtiment comme des bateaux. Ce qui nous intéresse depuis toujours, moi je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai lu le livre Architecture sans architecte, l'architecture sans architecte, qui m'a beaucoup impressionné parce que je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi. On a toujours été intéressé par l'idée de génie culturel, qui pour nous est plus important que tout génie individuel. Le génie culturel. Talbot pourrait vous dire exactement d'où viennent les villageois de Nouvelle-Écosse. Ce sont des pêcheurs, des fermiers. Et on voit cette chaise qui a été faite de bois local. On a étudié toute notre vie ces lieux, les lieux. On est allé voir les villages d'Ogon pour apprendre ce que c'est qu'une maison minimale. Voici une petite esquisse. Ça, c'est un bâtiment public, un minimal également. En économie, notre idée de la beauté, c'est plus ça. Ça, c'est le travail de Ted Fladow qui a gagné le Global Award il y a quelques années. Ça vient du Texas de l'Ouest. C'est une étable qui est faite de tuyaux utilisés dans l'industrie pétrolière locaux. Pour nous, c'est vraiment l'élégance paysanne en quelque sorte. Ou alors, on peut donner comme exemple cette chapelle d'Arkansas qui a été faite avec des matériaux qui devaient être jetés. Donc c'est une cathédrale d'ordures en quelque sorte. Les communautés, bien sûr, d'architectes, mais également l'idée qu'on doit apprendre à travailler de façon participative. Je l'ai appris de Charles Moore, notamment. Je ne sais pas qui est l'homme sur la gauche, mais l'architecte, bien sûr, c'est moi, quand j'étais jeune. J'étais étudiant de Charles. Ça, c'était mon étudiant. Je ne sais pas si je lui ai appris grand-chose, mais il travaille un petit peu de la même façon que moi. Il est en train de dessiner une bibliothèque à l'heure actuelle. Et on ne devrait pas discuter de choses comme énergie solaire, pas énergie solaire. En fait, c'est comme aussi simple que de respirer. On ne devrait même pas avoir besoin d'en parler. Mon professeur me disait que l'architecte, ce qu'on apprend en tant qu'architecte, c'est que le fait de travailler de façon participative, ça fonctionne toujours. Et c'est plus intéressant que ce qu'on entend de la part de personnes qui mènent notre pays en ce moment. Là, on voit donc Talbot Sweet Apple. Donc on travaille en se tournant vers le vernaculaire de façon durable, l'idée étant de faire ce qu'on peut lorsqu'on peut le faire. Ça, c'est un travail de Talbot. Ça, c'est une maison dans laquelle ma femme, Marilyn, et moi avons vécu quelques années, quelques mètres par quelques mètres. On a vécu, on a travaillé, on a tout fait. Et là encore, quelque chose de vernaculaire qui est en même temps contemporain, souvent un petit peu laid finalement. On a commencé à faire de très petits projets. Ça, c'était un projet avec quelques milliers de dollars, un studio. On n'utilisait pas le champ, puisque pour nous, il était public, mais on a juste créé cette structure, un mémorial. Ça, c'est un endroit où je jouais lorsque j'étais petit. Et on agrège ces formes pour faire des microclimats. On apprend des techniques anciennes, des techniques paysannes anciennes afin de mener nos projets. On essaye de penser aux endroits qui sont aux interstices, aux endroits qui sont entre les choses, comme en musique. Ça, c'est très important, comme l'a dit, comme le font les artistes de blues. L'idée, c'est de gérer également les espaces qui sont entre. Ça permet également de créer ces microclimats. Là, on a quelque chose qui rappelle les trois petits cochons.
On voit donc automne, hiver, printemps. On essaye de faire une architecture qui est invisible. Quelqu'un m'a demandé une fois après une conférence à San Francisco, qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'avenir que vous ne faites pas encore? Et j'ai dit, eh bien, du point de vue du style de vie, rien, mais d'un point de vue architectural, j'aimerais faire des bâtiments qui sont plus invisibles, mais qui ont plus de choses à dire. Toujours la modestie, apprendre des anciens. Ça, c'est un bâtiment qui s'est effondré. On en a fait un autre de l'autre tout près, il y a 15 ans. Parfois, on se rapproche de ces précédents vernaculaires. Ça, c'est le parti, quelque chose qui est important. C'est un mot français qu'on essaye d'entrer dans la tête de nos étudiants, même s'ils n'aiment pas ça. On leur dit, si vous pouvez dessiner en 3 dimensions, à l'envers, en regardant une autre personne dans les yeux, eh bien, ça ira. Tout commence par une étude de l'existant et ensuite on crée une proposition de ce qui pourrait advenir, de ce qui pourrait être. Ça, c'est une de nos réalisations qui travaille vraiment avec le paysage, le territoire. On dirait un peu un bateau. L'idée du dessous, c'est également important. Ça, c'était pour quelqu'un qui ne pouvait plus monter les marches. Donc, on avait travaillé sur le dessous. Ça, c'est un projet en Ontario. On a travaillé avec une communauté. Et ça, c'est un endroit où les daims deviennent les architectes parce que c'est eux qui façonnent le territoire. L'architecte doit s'adapter. Donc notre travail, c'était vraiment simplement de renforcer les lignes et le terrain existant. Ça, c'est un des esquisses de Talbot. Moi, je n'utilise pas d'ordinateur, mais je sais que certains collègues le font. Ça, c'est une construction communautaire. On a fait ce projet avec nos étudiants en une semaine. C'était une étable du 19e siècle qui a été remplacée par un centre associatif. Et lorsqu'on m'a demandé quelle était la fonction de ce bâtiment, j'ai dit il n'a aucune fonction, donc je pense qu'il sera très utile. Il pourra être utilisé pour toutes sortes de choses. Ça, ce sont des bâtiments sur notre ferme. On a notamment une école du 19e siècle, toujours dans cette idée de quelque chose de minimal. On a cette agrégation de toutes ces expériences qui ont été menées année après année, l'idée étant de créer des microclimats. On a restauré un certain nombre de bâtiments qui étaient en ruine, notamment celui qui est en haut à droite. C'est vraiment une stratégie qui n'est jamais fermée, jamais finie, elle reste toujours ouverte. Une idée que l'on rejette, c'est l'idée qu'il y aurait une modernité contre quelque chose d'ancien. Un poète mexicain a dit que la tradition seule stagne, alors que la modernité permet d'insuffler de la vie dans la tradition et que la tradition y ajoute de la profondeur et de la gravité. Donc ça, c'est notre idée. On a pris un bâtiment de 1830 et puis on y a ajouté un bâtiment moderne qui date de l'an dernier. Ça, c'est quelque chose qui est très emblématique, une forme pure qui façonne le paysage. Encore l'esquisse. Là, on a un bâtiment qui fait 65 mètres carrés. On agrège. Lorsqu'on prend 2 bâtiments, qu'on fait 2 petits jardins, on a l'impression que 1 plus 1 égale 3. Ça, c'était une esquisse, vous voyez, de ce qu'on voit à l'image. J'ai un ami français qui a écrit un essai sur ce projet, sur notre travail, qui est appelé « Le vent et la lune ». Donc ce bâtiment, c'est vraiment le vent et la lune.
On l'appelle la maison de la marée. On voit la marée qui monte et qui enveloppe la maison. Elle est légèrement surélevée sur des pilotis, donc quand la marée monte, la maison n'est pas inondée. Elle entoure simplement la maison. On agrège. J'aurais aimé dire qu'on a construit ça, mais non, c'est un bâtiment vernaculaire de Norvège. Mais on a travaillé en Utah avec une communauté, un terrain de 3000 mètres carrés. On a fait des bâtiments, on a fait des jardins, des courettes. Et parfois, on a 20 mètres de neige, donc il faut pouvoir accéder au bâtiment par le dessus, comme le Père Noël. Ça, c'est une esquisse, encore, pour un projet collaboratif avec des ingénieurs, des étudiants, des architectes, des constructeurs. Ça, c'est un document de construction. On voit la nourriture, la musique. Donc, ça, c'est un projet qui a commencé de façon spontanée et qui ensuite a permis d'inclure un grand nombre de gens. Ça a été conçu en une semaine et bâti en une semaine. Et on a créé un endroit où où peuvent se tenir des différents événements de la communauté. Toujours, on part du paysage, comme c'est le cas ici. Cette maison a été bâtie en 2 semaines pour $100 000 canadiens. Encore une esquisse. Ça, c'était le client et moi. Je griffonnais et on discutait en même temps. L'idée, c'est vraiment de prospecter en même temps. Il faut à la fois prospecter, on a besoin de se projeter en même temps d'un refuge. C'était une cliente qui avait subi des agressions en tant qu'enfant, donc elle avait besoin justement d'un lieu qui lui permettait de se projeter et qui restait en même temps un refuge. Là, on voit un bâtiment qui fonctionne à l'énergie solaire, on ne devrait même pas avoir besoin de le mentionner. Ça, c'est un bâtiment qui est à Toronto. On a utilisé un matériau très durable en cuivre. Ça, c'était l'esquisse de départ. Ça, c'est l'esquisse qu'on fait en même temps lorsqu'on rencontre les utilisateurs pour concevoir le projet. Ça fait partie de cette approche participative dont je vous ai parlé, l'idée d'avoir des idées qui se rapprochent, des espaces sociaux, comme on le voit, des espaces collectifs. L'idée, lorsqu'on travaille sur des bâtiments publics, c'est d'avoir... Ah, Talbot, voilà, viens nous parler de ce projet. On a eu là une approche vraiment très régionaliste. Merci, Brian. Je pense que tous les thèmes dont Brian vous a parlé se retrouvent ici. On nous a demandé de concevoir l'ambassade du Canada au Bangladesh. Et c'était vraiment complexe. On a fait de nombreuses recherches sur le territoire local. Et on s'est demandé comment réagir. On avait travaillé beaucoup chez nous, en Nouvelle-Écosse. On s'est demandé comment adapter notre travail au Bangladesh. Alors voilà. Vous voyez sur la gauche la Nouvelle-Écosse et le Bangladesh. C'est vraiment à l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde. On s'est immergé et on a essayé d'apprendre très rapidement tout ce qu'on pouvait sur cet endroit. On n'avait vraiment pas le choix. Donc on a rapidement appris que c'était un endroit d'extrême, une densité extrême, un temps extrême avec la mousson. Et on a très rapidement entré en contact avec les personnes qui vivaient là. Voilà, on essaie d'apprendre comment ils vivaient. La densité, c'était quelque chose de difficile à appréhender de façon rapide parce qu'on est plutôt habitué au territoire nord-américain. Et finalement, on a rencontré l'élégance. On voit notamment ces très beaux ponts qui sont construits pendant la mousson.
On a rapidement appris que le Gange produisait une culture basée sur la brique, qui était assez extraordinaire. La brique, c'est l'idée qu'on travaille avec ses mains. C'est un endroit où ce sont les gens qui travaillent, pas les machines. Et ça, on a appris ça très rapidement. C'est la main qui bastille, ce ne sont pas les machines. Donc cette expertise, cette connaissance des briques était importante. On a eu beaucoup d'aide. On a essayé d'apprendre comment les briques étaient construites, déplacées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on les voit déplacer les briques depuis le fleuve jusqu'à la rive. Ils utilisent également le béton, ils l'utilisent à la main avec de tout petits outils, ils transportent les choses sur leur tête. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les voir bâtir les bâtiments, tout est parfaitement orchestré. Donc pour nous, comprendre les gens, comprendre la construction, la façon dont ils bâtissaient, c'était vraiment important avant de pouvoir construire un bâtiment qui représenterait le Canada dans la culture du Bangladesh. On a donc là utilisé de l'acier, on en a fait des sortes de rubans. Et on utilise également du béton, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup là-bas. Donc il s'agissait, voilà, ça c'est du bambou également. Ils en utilisent beaucoup également pour bâtir. Voilà des exemples de leur mode de construction. Ils construisent et puis ils laissent en place les pilotis, les piliers, les pieux pour pouvoir ensuite surélever le bâtiment. Donc voilà, il fallait vraiment pour nous prendre en compte le territoire, comprendre le climat, comprendre comment les bâtiments interagissaient avec le climat. Et on a essayé de comprendre la typologie des bâtiments également. Il y a des cours un peu partout qui sont utilisés pour des raisons de sécurité. C'est un refuge contre la densité de population, mais également c'est un refuge contre le climat. Donc ça, c'est notre bâtiment. On a fait une cour. On a utilisé de la brique. On a utilisé aussi un petit peu d'acier, un petit peu de verre. Et nos voisins, c'était l'ambassade américaine. Mais nous, on a vraiment travaillé sur, pas plutôt un bâtiment fermé, mais vraiment, on a travaillé autour d'une cour. Ça, c'était la première esquisse. Le rouge, ce sont les briques. Et le vert ou le jaune, ce sont les endroits collectifs de l'ambassade. Donc on a pensé en termes de communauté. Le vert ou le jaune, ce sont les parties métalliques du bâtiment, parce qu'il fallait penser à la mousson et les problèmes que ça engendre. Ça, ce sont les premières maquettes. Voilà des exemples de la façon dont on verse le béton. Canadian government insisted hard hats and worker steel-toe boots didn't go over well. That's not how they build there. Et bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué avec le gouvernement parce qu'on travaillait avec des méthodes qui n'étaient pas habituelles, qui n'étaient pas les leurs. La plupart des choses qu'on a fait dans ce bâtiment, c'est le résultat de nos études sur le climat, sur le lieu. Par exemple, on a surélevé un certain nombre de lieux à cause justement de la mousson pour éviter les inondations. On a également des murs à clé qui permettent d'interagir avec la lumière du soleil. Ça, c'est une bonne photo. On voit très bien ce dont je viens de vous parler. On voit le système qui permet de faire écouler l'eau. On voit l'ombre. On voit les protections, ce qui permet de protéger contre la mousson. Donc ça, tout ça, c'est vraiment notre réflexion autour du climat. On a essayé d'avoir une approche humaniste et à l'époque, c'était la seule ambassade dans cette zone diplomatique du Bangladesh qui fournissait une protection contre de possibles aléas climatiques. Et ça, c'était très important pour nous. Vous voyez la cour.
donne sur la rue. Donc ça, c'est vraiment un cas d'étude intéressant. On a vraiment essayé de s'intéresser au vernaculaire, au régional, au local, c'est de s'insérer dans un endroit bien spécifique afin de donner une signification, de faire en sorte que notre lieu, notre bâtiment ait un lien avec l'endroit où il était construit. Ryan, on va revenir à la Nouvelle-Écosse. Le territoire, c'est ce qui donne la forme à l'architecture. Ça permet à l'architecte de générer sa forme. Ça, c'est un projet du laboratoire GHOST. Il s'agissait de créer, d'avoir une approche collaborative à la construction. Vous voyez nos collègues là qui inspectent, qui travaillent. L'idée était de se rassembler. Ça, c'est un test de fiabilité. Ça, c'est quelque chose qui a été bâti en une semaine. Il s'agit également de réinventer les formes intérieures. Vous voyez là un escalier un petit peu construit sur de l'air, en quelque sorte. Là encore, des formes issues du paysage, des premières esquisses qui ont été faites avec le client, vous voyez, et puis le projet lui-même. Là, on crée un microclimat et c'est démontré par Anna. Vous voyez sur la photographie. Bâtiment à énergie solaire passive. Là, on voit ce projet dont je vous ai parlé, vous voyez l'océan qui passe sous le bâtiment. La conception, là, est importante parce que si le bâtiment se met à bouger, on risque d'avoir le mal de mer si on ne voit pas la terre. Vous voyez combien on peut retirer de la forme primaire sans la détruire complètement. Ça, c'est une esquisse pour notre studio. Ça, là, vous voyez le plan. Pour nous, la partie, c'est vraiment le projet. C'est quelque chose qui permet d'initier. Donc, on en fait un événement communautaire. Là, vous voyez une grande table collective. Donc là encore, le territoire, la forme, tout ce territoire qui donne sa forme au bâtiment. Là, on a bâti sur ces collines et on a dû, bien entendu, s'adapter aux contraintes géologiques. Là, on voit encore l'esquisse. Et on a utilisé une fois encore le vernaculaire. Ça, c'est la façon dont les bâtiments bon marché sont construits en Amérique du Nord. Alors, je vois qu'on m'a fait un petit signe, je vais essayer de me dépêcher. Ça, c'est un autre bâtiment construit au sommet d'une colline. L'esquisse. Ça, c'est un dessin de Talbot pour une maison construite sur une falaise. Là, on a bien entendu pris en compte le fait que la marée pouvait attaquer les fondations, donc on a travaillé dans ce sens. J'ai amené un collègue ici et il a dit, il était très surpris de ce que j'avais fait. Là, on a travaillé là encore sur le dessous, en prenant en compte le paysage. Ça, c'est un autre projet du laboratoire GHOST avec les étudiants qui se tiennent sur les ruines. On a travaillé également sur le vent pour essayer d'exprimer l'idée du vent dans le bâtiment. Ça, c'est un autre projet GHOST. On voit l'esquisse. Ça, c'est Ted Flato, qui a été lauréat de ce prix et qui a travaillé sur ce projet avec nous. Là, on voit la maquette à 1/50e, puis à l'échelle. Et comme vous voyez, une fois encore, tout part du paysage. Là, on a une maison sur une falaise qui est monumentalement modeste, si on en croit nos critiques. Ça, c'est un bâtiment très, très bon marché qui a vraiment utilisé la topographie du lieu
Ça, c'est une maison en pierre avec un grand mur sur la falaise qui surplombe la mer. Ça, c'est également une esquisse du projet Ghost, d'un des projets Ghost, un projet communautaire. Et bien entendu, on a l'idée que l'architecture, c'est un sport d'équipe. Et on a également travaillé sur ce qui était entre, sur les interstices. On voit des maisons qui flottent sur le sommet des collines et qui ne sont séparées que de quelques mètres. Ça, c'est un troisième bâtiment qui ressemble un peu à une motte de beurre. Ça, c'est une maison qui a été édifiée pour 165 000 $ canadiens. Ça, ce sont des photos de la maison prises par le fils de la propriétaire. C'est vraiment un bâtiment très, très économique. D'autres maisons boîtes. Là, c'est une maison sur une pente, la maison qui glisse. On a travaillé sur l'horizon et en même temps la colline. On a essayé de trouver, comme dans une pastèque, le bon angle, le bon horizon. Donc là encore, cette idée de pouvoir se projeter en même temps d'avoir un refuge. Ça, ce sont nos bureaux en ville, avec une grande table, une fois encore, de travail collectif. On essaie également de réparer le tissu urbain. Je pense là encore notre idée de l'architecture publique basée sur le vernaculaire, donc des choses très peu coûteuses. On a édifié un bâtiment sur un campus. On devait... ça, c'est l'esquisse de Talbot pour une autre université en Ontario. Là, c'est la lumière qui a été à l'origine du bâtiment. Ça, c'est un autre bâtiment qu'on a fait. Puis ensuite, on a travaillé à Halifax sur un projet urbain, un projet qui est encore en cours. Les lignes rouges, bien entendu, sont les gens, représentent les gens. Les barres, ce sont les pierres et le jaune, c'est tout ce qui sont les autres matériaux, notamment l'acier. Encore une esquisse. Voilà, là j'en arrive à la fin. Ce qui nous intéresse, c'est une architecture qui cultiverait plutôt qui ne consommerait. Donc on voit deux photos. On voit un ancien de mon paysage, de mon territoire, qui essaye d'intégrer les algues à la terre pour la fertiliser, puis de l'autre côté, une famille contemporaine. Donc on essaye, nous, de nous considérer comme des paysans qui cultivent, on se considère comme des professeurs, comme les prêtres villageois. On essaie de garder le lien. C'est important face à une réalité qui est souvent décevante. Donc on a vraiment un ensemble d'écoute, de volonté. Et on a une dimension presque utopique à notre travail. Et ce qui devient assez clair, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre les familles, la communauté, la pratique, l'enseignement. Pour nous, tout est un projet. Comme l'a dit Albert Alto, toute l'architecture, c'est la recherche, toute architecture est la recherche d'un paradis sur Terre. Merci.